Oui, je suis arrivé à la conclusion finalement qu'il fallait arrêter de taper sur les politiques parce que quand je vois les sondages des Français sur la taxe Zuckman, sur l'abrogation de la réforme des retraites, sur la taxation des profits des entreprises, je me dis finalement qu'on a les hommes politiques qu'on mérite. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles quand même. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va revenir sur tous les événements de la semaine. Il y en a eu beaucoup, comme toujours. D'abord, merci Trump. Avec lui, on s'en oublie pas. Il y a à peu près 14 décisions par jour. Et comme il y a 7 jours dans la semaine, ça vous ferez le compte tout seul. Enfin, vous essaierez parce qu'il y a pas mal de ministres qui n'arriveraient pas à le faire. On va parler d'économie, on va parler de la finance, on va parler des marchés, on va parler de votre argent. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, évidemment, c'était la décision en fin de semaine, la dégradation, même pas mal. On regarde le marché, on regarde les taux d'intérêt qui ont quand même recommencé à monter en fin de semaine. On avait dit la semaine dernière que c'était largement anticipé, que les investisseurs internationaux nous avaient déjà largement déclassés. Voilà, c'est entériné. On a été dégradé et ce n'est que le début. La question macro, on va essayer d'être positif et je vous avoue que c'est pas facile. Comment la France peut-elle sortir du marasme économique ? Vaste question. Chiffre de la semaine, c'est évidemment un chiffre qui a retenu beaucoup l'attention des marchés. C'est la décision de la Fed de baisser ses taux d'intérêt de 0,25%. Pourquoi que 0,25% ? Est-ce que c'est le début d'une grande baisse, un nouveau cycle ? On parle des jumbo cuts, les baisses de taux massives qui auront lieu en mai 2026, à partir du moment où on aura un nouveau patron à la tête de la Fed. En deuxième partie de l'émission, évidemment, on va parler de la bourse. Où est-ce qu'elle va ? Bon, elle continue à caracoler, record sur record aux États-Unis. La question d'argent, toujours la même, chaque semaine. L'allocation d'actifs, c'est la clé, c'est la martingale de l'investissement. On a un des spécialistes mondiaux d'allocation d'actifs à qui on a demandé de venir aujourd'hui. Je ne vous dirai pas qui c'est parmi nos invités. Quel placement il faut privilégier dans ce contexte ? Évidemment, le top ou le flop de la semaine. Ce que vous attendez... On reçoit des milliers de courriers sur le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, voilà, là on rentre dans le vif du sujet, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter de Jedi de l'économie et de la finance. Heureusement qu'elle est là pour m'expliquer tous les grands concepts de l'économie, à commencer par l'inflation. Anna Boata, vous êtes Head of Economic Research. Yes. C'est classe. Hello. À Alliance Trade, on peut faire le truc en français ou... Ben oui, ça donnerait directrice des études économiques. Ça fait un peu moins classe. Non, Head of Economic Research, je trouve ça fantastique. Franchement, vous pourriez presque parler comme Zuckman, vous. C'est une sorte de chief économiste, mais pas vraiment. Il lutte comme il peut. Il ne faut pas rigoler contre le réchauffement climatique et la responsabilisation du monde de la finance. Vous n'avez pas changé votre titre, non ? Non, on avance, Marc. Vous êtes toujours Senior Advisor ESG. Oui, senior Advisor. Sauf que personne ne sait ce que c'est, quoi, ESG. Non ? Mais si, ça existe encore ? Non, ça existe encore. Justement, je pense que là où vous vous trompez, c'est que les Américains, par exemple, les Américains investissent énormément dans le durable, en fait, la transition. Avec Donald Trump, paradoxalement. Il défend ça. Exactement, mais il fait semblant. Il défend le solaire, Trump, en fait. Bon alors, cette semaine, je vais vous faire une confidence. J'ai vraiment failli jeter l'éponge sur la France. La journée de jeudi, franchement, j'étais au fond du trou, j'étais sous ma couette, je me suis dit pourquoi je me lève, et puis je me suis dit, tiens, vendredi, je vais pouvoir ce week-end inviter un défenseur, pas French lover, un France lover, bon French lover aussi, ça c'est à vous de décider, c'est pas moi, qui défend notre beau pays avec une belle énergie. Pierre Chang, vous avez toujours la pêche. Quand vous voyez la journée de jeudi, quand vous entendez les Français qui disent la taxe Zuckman, c'est génial, il faut abroger la réforme des retraites, vous n'avez pas envie de vous dire... c'est un sondage qui est acheté par le PS, qui a été... Oui, mais enfin c'est un sondage quand même. Voilà, moi, c'est un sondage IFOP, je crois. Donc mon avis, c'est qu'on n'a pas le choix, en fait. Parce que si on est fataliste, là, c'est sûr qu'on va aller dans le trou. Alors on ne peut que rester optimiste et essayer de trouver des solutions. Ah, vous dites on n'a pas le choix. Je croyais que vous alliez me dire on n'a pas le choix que de faire l'attaque Zuckman et d'abord. Non, on n'a pas le choix de rester focalisé sur l'aspect constructif de la pensée. Voilà. Vous êtes gérant la financière de l'échiquier. Alors depuis la rentrée, il est passé par ici, il repassera par là. C'est l'homme orchestre économique de BFM. J'arrive plus à chaque fois, je passe de BFM à RMC, d'RMC à BFM Business.
Je me dis, mais c'est pas possible. Il était là, il est repassé par là, il est partout, il est devenu incontournable. On a l'impression que le groupe tient sur vos épaules, Emmanuel Chypre. Ça va, c'est pas trop dur. On fait ce qu'on peut. Et puis, il faut rappeler quand même, pour rassurer tout le monde, qu'il y a à peu près 30 mètres entre chaque studio. Donc, oui, parce qu'on avait peur que vous fassiez un peu de sport. En moins d'une minute, effectivement. Rassurez-nous, vous faites pas de sport. Non, mais j'ai découvert cette semaine, tiens, parce qu'on a des chroniques vachement bien, avec des toubibs et tout, et l'histoire des 10 000 pas, il dit c'est pas la peine. C'est bidon, ça. Il dit 7 000, c'est bien, ça suffit. Et donc, à partir de 7 000, il y a des gros effets bénéfiques. Bon, il vous reste plus que 6 300 de plus. C'est beaucoup plus facile. Vous êtes à 700, vous. Ah oui. Alors, le champion de la mauvaise foi, vous arrivez à être de mauvaise foi sur tous les plateaux ou parfois c'est plus dur? C'est un métier. C'est un métier, c'est vrai, je le connais. Notre ami Emmanuel Chypre. Allez, on passe tout de suite au mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est évidemment dégradation. Qu'est-ce qu'elle a, notre gueule? Franchement, alors notre gueule, il faut dire la vérité, elle a un peu cassé. L'agence Fitch nous a dégradé, mais c'était largement anticipé. Bon, c'était pas une surprise, Anna. Non, c'était pas du tout. Est-ce que, alors, juste pour expliquer, parce qu'on parle beaucoup de dégradation, ça correspond à quelle note? Si on était à une note sur 20, est-ce qu'on avait, on dit qu'on avait à peu près 16 ou 17 et qu'on est descendu à quoi, à 14, 15? C'est à peu près ça, on est encore au-dessus de la moyenne. Largement. Et puis surtout, on est à peu près pareil que, et surtout traité sur les marchés comme un pays comme l'Italie. Donc c'est là où est le paradoxe quelque part, puisque quand on regarde les fondamentaux de pays qui sont traités comme la France, on a quand même quelques points positifs encore vis-à-vis l'Italie. Et donc, c'est vrai que finalement, Fitch downgrade parce que, c'était les premiers à prendre une décision. Nous, on hésitait parce qu'on se disait, ils sont européens et c'est surtout les Américains qui font le premier pas et pas vraiment les Européens. Donc, on attendait plutôt S&P au mois de novembre. Mais bon, c'est évident pourquoi. Puisqu'en fait, quand on regarde l'Italie et la France, même si la France a des charges d'intérêt qu'on paye sur notre dette qui est de 116% du PIB, on a quand même une trajectoire qui ne baisse pas. Donc c'est un peu ça la différence avec l'Italie et la France. C'est que la France, si on fait rien, d'ici 2030, on est au-dessus de 125. L'Italie arrive à être sur une pente un petit peu descendante. Pourquoi? Nos routes se croisent. Parce qu'ils ont plus de croissance. Et certains, et même les économistes, le montrent que c'est aussi un petit peu transitoire, dans le sens où ils ont encore ils ont dépensé à peu près 50, donc à peu près peut-être 45% des fonds européens qui n'ont pas été dépensés et qui vont être dépensés jusqu'en 2026, puisqu'après la Commission européenne a dit vous ne pourriez plus les dépenser. Donc on aura un effet positif sur la croissance que la France n'a pas aujourd'hui. Et donc c'est vrai que ça, c'est difficile de l'avoir quand on est la France, l'Allemagne, on doit faire plus d'efforts de ce point de vue. Mais là, quand on regarde finalement un petit peu où on en est, c'est vrai que sans consolidation budgétaire, c'est difficile de croire qu'on va pouvoir rassurer les marchés. Aujourd'hui, même si on a une loi spéciale qui passe à la fin de l'année, imaginons que le budget, la nouvelle tentative va échouer, on a à peu près 20 milliards d'euros de consolidation, donc ça nous amène à 5,1% alors qu'on révise à la baisse nos prévisions de croissance pour 2026, qui va rendre encore plus compliqué l'équation. Potentiellement 0,9 et 1. Donc ça ne sera pas suffisant. Non, parce qu'en fait, on a besoin de 2,3% de croissance chaque année pour stabiliser la dette, donc pas pour la faire baisser. 2,3%. 2,3. Ou alors on a besoin d'un surplus primaire de 2%. Donc on n'y est pas parce qu'on est à moins de 3. Donc c'est vrai que les efforts doivent être faits puisqu'on ne va pas retrouver cette croissance. Ça, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on va avoir des dégradations de dette des agences américaines, S&P et Moody's à venir. Moody's non, parce qu'ils sont en perspective stable, mais S&P oui. Donc on aura 2 sur les 3 agences, donc ça devient un petit peu plus réel, même si probablement tout le monde s'est positionné sur ce downgrade. Donc en fait, en réalité, les taux longs ne devraient pas beaucoup plus augmenter que les niveaux actuels et les spreads devraient rester. Ils continuent à monter là, vendredi, oui, on est reparti à la hausse. C'est une montée européenne, ce n'est pas qu'une montée française. D'accord, mais on est quand même à 3,55. Oui, c'est sûr, en fait, on devrait être en dessous de 3 pour dire qu'on ne va pas souffrir de cette hausse de taux. Mais finalement, le spread par rapport à l'Allemagne, il reste entre 85, peut-être 90 quand on aura un peu plus de stress, mais c'est un petit peu ce qu'on appelle le fair value, le niveau aujourd'hui fondamental. Emmanuel, les investisseurs, avant la dégradation, ils nous avaient mis, avec le Portugal, même au-dessus, des taux au-dessus, le Portugal, la Grèce, l'Espagne.
à peu près équivalent, comme disait Anna, à l'Italie, c'est quand même pas une très bonne situation, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de se retrouver d'un coup, passer de ce qu'on appelait les pays cœur, on en parlait, aux pays périphérie, c'est pas terrible, non ? Il y a deux tendances qu'il faut apprécier. La première, c'est celle intrinsèque de nos finances publiques. Et c'est vrai que la situation est extrêmement inquiétante. Elle n'est pas catastrophique. C'est-à-dire, cette idée qu'a nourri un Premier ministre obsédé par la dette, François Bayrou, de nous faire croire qu'en permanence, la France était au bord de la falaise. C'est De Gaulle qui disait, de toute façon, la France est en crise de survie permanente. Donc il y a ça, et moi je pense qu'il a largement contribué à la dégradation du climat économique, parce que la question de notre dette et de nos finances publiques, oui, c'est une question importante, il faut la traiter, la trajectoire n'est pas bonne, mais encore une fois, on n'est pas au bord. D'accord. On n'est pas au bord du précipice. C'est le seul histoire de taux d'intérêt. Non mais attendez, on va juste rappeler sur cette histoire de taux d'intérêt que grosso modo les taux d'intérêt qui augmentent, ce sera sur la nouvelle dette, qui a une forte inertie sur le taux réel qu'on paye. Non mais je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Et que effectivement, mais chez François Bayrou, c'était un budget qui était fait en dépit du bon sens. Il n'y avait aucune amélioration structurelle ou quasiment pas. Et en plus, il a tué la conjoncture. Il a flippé tout le monde, parce que quand vous regardez les fondamentaux de l'économie française, il y a quelque chose qui colle pas entre le potentiel et le comportement aujourd'hui des chefs d'entreprise et des ménages. Et donc c'est à cause de ça. Après, donc il n'y a pas d'urgence là-dessus. Après, moi, il y a un autre sujet qui m'inquiète, c'est par contre, pour le coup, l'environnement financier dans lequel on évolue, qui a quand même, pour moi, plusieurs caractéristiques. C'est que, effectivement, cette dégradation, c'est quand même, sur le plan technique, quelques fonds qui vont moins acheter de la dette française parce que ça rentre plus dans leur corde. C'est quand même un pays comme l'Italie qui va être upgradé aujourd'hui, sans doute, et donc c'est quand même une dynamique qui leur est favorable. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer quand les Allemands vont commencer à émettre de la dette et qu'il va y avoir une vraie concurrence qu'il n'y avait plus entre la dette française et la dette allemande. Donc, voilà, c'est un peu ces deux tendances-là qu'il faut surveiller. Donc oui, il faut envoyer un signal au marché, mais je pense que le signal qui avait été envoyé par ce projet de budget était très mauvais. Non, mais alerter sur la dangerosité de la dette, c'était quand même lancer un cri d'alarme. Franchement, on ne peut pas lui reprocher ça. Non, mais on peut tout lui reprocher, mais pas ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont il s'y est pris, avec un budget qui encore une fois était un non-sens économique et politique, et qui finalement, on voit bien que ça ne servait que ses intérêts politiques, et donc le message a été brouillé par finalement la piètre qualité de ce budget. Et moi, je vous avouerai que je suis assez curieux de voir ce qui va se passer avec le nouveau Premier ministre, parce que ses débuts, je trouve que sur ce plan-là, ils sont plutôt assez prometteurs. C'est-à-dire que quand il vous dit il faut qu'on réforme les finances locales, etc., on va faire 6 à 7 milliards d'économies sur les collectivités territoriales en réorganisant mieux, à mon avis, il prend le problème par le bon bout. Le problème par le bon bout, c'est quoi ? C'est de dire on va essayer de résoudre les problèmes des Français, et en essayant de les résoudre, on va mettre en place des structures qui vont être plus économes, qui vont nous permettre de faire des économies. On va passer justement tout de suite à la question macro, et puisqu'on a des gens qui sont positifs sur la France, comment sortir de ce marasme économique? Je vous avoue que cette question, je ne l'ai pas posée pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, mais je l'ai posée pour moi, parce que moi je me dis on doit s'en sortir, on veut s'en sortir, évidemment on veut rester positif. Quand on voit les sondages, quand on entend Zucman, quand on entend Piketty, quand on voit le combat idéologique, parce que juste une question, Emmanuel Le Chypre, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce ne sont pas des économistes, ce sont des hommes politiques qui mènent un combat idéologique? Non, ce sont d'excellents économistes qui sont reconnus par l'Académie, mais ce sont des économistes qui considèrent que l'économie doit servir la vision qu'ils ont de la société. Vous avez deux familles d'économistes, en gros, pour faire simple. Vous avez ces économistes qu'on peut appeler un peu normatifs, qui sont des économistes pour qui l'économie, c'est les outils pour transformer la société comme eux la souhaiteraient. Donc des économistes idéologiques. Un peu, oui. Oui, vous avez aussi, et puis vous avez des économies, oui, mais qui utilisent des des scientifiques. Vous êtes bien placé pour savoir, on connaît les chiffres. Et qui sont reconnus par l'Académie. Une chose et son contraire. Et puis vous avez des économistes qui sont plus des économistes qu'on pourrait appeler ingénieurs, qui eux essayent de comprendre quand on soulève le capot, comment ça fonctionne, etc. Mais oui, ce sont des économistes compétents et reconnus, mais qui mettent leur savoir économique au service d'une vision de la société. Quand vous écoutez un Piketty, vous êtes économiste aussi, un Zucman, vous dites quoi? Franchement,
Vous vous dites, bon, ils défendent leurs idées, et bon, ou vous vous dites, les chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'ils sortent des chiffres censés être objectifs et qu'on peut faire dire exactement une chose et son contraire à ces chiffres-là. Tous les chiffres. Oui, en fait, l'économie, tous les chiffres. C'est une science exacte. Tous les chiffres. Mais voilà. tous les chiffres, on peut dire ça. Voilà. Oui, en fait, c'est une question d'interprétation des chiffres. Et oui, mais vous les écoutez, vous vous dites, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie Ou vous dites, non, le gars est bon. Je pense qu'en économie, il faut vraiment laisser de côté son orientation politique. Parce que si on la met dans le pot de la prévision, on a une vision qui est biaisée. Et vraiment, je travaille aujourd'hui avec des économistes qui ont complètement une autre vision politique et ça ne se voit pas dans la qualité de leur analyse et leur vue. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder la France et la prendre par ses problèmes, mais qu'on ne veut pas, puisqu'en fait, aujourd'hui, la dépense publique en France doit être réformée. Il y a beaucoup, on en parlait juste avant, il y a beaucoup de nonsense. Il y a encore des aides publiques qui sont données à des gens qui ont peut-être des revenus trop élevés. Il y a encore des collectivités territoriales, plus personne n'a regardé, a fait un audit pour voir si vraiment on peut faire des économies. Il y a probablement des dépenses de la sécurité sociale, encore une fois, qui peuvent être revues à la baisse. Mais par exemple, Anna, déjà, tout ça est extrêmement documenté. Bah oui. C'est-à-dire que si vous reprenez, moi j'ai fait l'exercice cette semaine, si vous reprenez les gaspillages, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les sommes qu'on pourrait économiser sans que ça change la vie de personne, que vous mettez bout à bout, ce que disent la Cour des comptes, c'est 20 milliards, je pense. C'est au moins 20 milliards. Emmanuel, 20 milliards. Écoutez, on va prendre un sujet très clair. On sait qu'un des principaux postes, c'est le financement des retraites. D'accord ? Par exemple. Bon, quand vous avez une majorité de Français écrasante qui veut abroger une réforme des retraites dont on sait qu'elle est déjà insuffisante pour faire tenir le système. Bah, vous dites, on va pas y arriver, quoi. Parce que là, c'est plus une question de politique, c'est plus une question de Zucman, c'est plus une question de Piketty, c'est plus une question d'idéologie. Là, vous avez une population qui ne comprend pas le danger. Mais c'est une population qui a déjà fait le choix. Comme le disait Paul Krugman, c'est une population qui a déjà fait le choix de l'oisiveté au détriment de son niveau de vie. Donc c'est cuit. Pierre, remontez-nous le moral. Merci. Alors, bon, déjà, moi je veux dire, déjà la France n'est pas la seule pays dans cette... Ce que dit Emmanuel, je viens de réaliser ce qu'il dit, c'est une bombe. Okay. C'est-à-dire de dire on a déjà fait un choix de société et c'est l'oisiveté, ça veut dire qu'on est mort. Ok, donc bon, déjà, la fatalité gagne toujours à partir du moment où on ne fait que parler de la fatalité. Donc ça c'est sûr. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la solution. Ce qui est fascinant, je trouve, c'est que la France n'est pas le seul pays dans cette situation. Ce qu'on a vu, c'est que la dette publique de la plupart des pays occidentaux a augmenté depuis 2000, on va dire, depuis 25 ans. Je veux dire, c'est un mouvement généralisé et qui s'explique par du keynésianisme et une démocratie qui a du mal à imposer les bonnes décisions au peuple. Donc ça, je veux dire, c'est pas qu'en France, c'est partout pareil. La seule différence avec les autres pays. Vous regardez les États-Unis, vous regardez le Royaume-Uni. Non, mais attends, cet argument, la seule différence avec les États-Unis, c'est qu'eux, ils produisent de la croissance. Oui, alors, maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'au cours des dernières décennies, d'autres pays ont fait ce retournement. En 10 ans en général, ça prend 10 ans. Donc l'exemple le plus récent, c'est le Portugal, et c'est un gouvernement de gauche qui le fait en plus. Et donc les recettes, elles sont connues, c'est un peu d'économie, un peu de taxes, et surtout une politique monétaire qui a de l'ambition. Voilà. Et donc c'est exactement, par exemple, ce que sont en train de faire les États-Unis. Donc ils baissent le dollar, ils réduisent les dépenses. Ils sont exactement en train de faire ça. Les États-Unis, je dirais, c'est le contexte budgétaire, il est pratiquement plus grave qu'en France. Mais comme vous le dites, ils ont d'autres avantages. Nous, on en a d'autres. Voilà. Donc ça, c'est en France maintenant. Quand est-ce qu'on va le faire ? Voilà. Moi, mon point de vue, c'est qu'il faut forcément, dans tous les cas de l'histoire, il faut un consensus national. Il faut qu'à un moment, la décision soit prise. Et on sait que le peuple français, lui, prend ses décisions souvent dos au mur. Donc pour l'instant, ce qui est intéressant de voir, le changement qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans le débat public, on a la dette. Enfin, parce que je veux dire, moi ça fait 25 ans que je travaille dans la finance, je veux dire, le débat n'était jamais abordé. Ouais. Là aujourd'hui, il est central. Voter un budget, c'est central. On en parle tous les jours, tout le monde panique, tout le monde stresse. Et ça je trouve ça bien. Maintenant, quand on regarde le XXe siècle, je veux dire, des stress sur la dette française, on en a eu déjà plein. Là, on est sur quelque chose qui est tout à fait gérable. À partir du moment où on prend la bonne décision. Mais je dirais, peut-être le point central, avant de laisser la parole, c'est pour moi la politique monétaire. On peut réformer, on peut taxer, on peut baisser les dépenses, mais nous, notre politique monétaire, on ne la maîtrise pas, contrairement aux États-Unis. Ouais.
XXe siècle, la France a dévalué sa monnaie 17 fois pour faire face à son endettement. Aujourd'hui, ça, on ne peut pas. Là, si, vous n'allez pas me contredire, parce qu'aujourd'hui, on a un taux de 2% en Europe, et en France, on a une inflation de 0,8. Le taux est trop élevé pour la France. Et ça fait, depuis que l'euro est là maintenant... Pierre, soyez honnête. Je veux dire, si on n'avait pas l'euro et si on n'avait pas la Banque Centrale Européenne, on aurait des taux à 15%. Est-ce qu'on a envie d'avoir... je pense. On aurait dévalué, mais on aurait des taux à 15%. Enfin, on a connu ça dans les années 80 ou 70. Enfin, Ce que je dis, c'est que si on ne peut pas piloter la politique monétaire, alors l'ajustement se fait sur d'autres paramètres. Le déficit, la dette, ça doit forcément se piloter. Voilà. En quelques mots, Alain, ça vous inspire quoi? En fait, je repense à ce que disait Emmanuel, c'est si le cornu fait son boulot, il a 18 mois devant lui, donc on n'imagine pas qu'il réussisse à suffisamment améliorer les choses. Mais ça peut être déjà un bon point. Moi, je pense que la solution, elle est comme pour l'Italie et le Portugal et l'Espagne, c'est une aide européenne. Aujourd'hui, on n'est pas dans la situation pour obtenir une dette, pour obtenir quelque chose de l'Europe, mais il va falloir passer par l'Europe pour obtenir une solution. Ce qui veut dire qu'on soit sérieux sur les finances, parce que ce qu'ont fait les Italiens et les Espagnols, on le met en avant aujourd'hui en disant ils sortent de la crise, c'est très bien, parce que l'argent qu'ils ont eu, ils l'ont bien utilisé. Nous, le peu d'argent qu'on a eu quand même 40 milliards de subventions qu'on a assez mal utilisé par rapport aux problèmes qu'on avait. Mais je pense qu'avec un vrai plan, et imaginons quelqu'un de sérieux à la tête du gouvernement qui ferait un vrai plan aidé par l'Europe, pourrait s'en sortir. La France pourrait s'en sortir en évitant ce que je pensais qui était inévitable pendant un moment, c'est-à-dire l'arrivée de la Troïka machin. Mais ça, c'est inimaginable aujourd'hui en France, parce qu'on n'est pas encore dans cette situation de crise. Mais je pense qu'entre les deux, il y a une solution européenne qui passe par probablement quelque chose sur les taux, une aide, de l'emprunt mutualisé, etc. Et ça, c'est la solution entre guillemets idéale. On a du mal à la voir aujourd'hui. Mais Anna. À très court terme, on a quand même les dépenses de la défense. Et c'est là où on n'en parle pas trop, puisqu'en fait... Mais c'est pas structurel, ça ne va pas aider structurellement à refaire le budget de la France. Oui, mais en fait, quand on doit dépenser 3,5% du PIB chaque année, ça veut dire que chaque année, on doit dépenser en plus. Et c'est vrai qu'on a des règles européennes aujourd'hui qu'on a mis en place pour justement soutenir les pays européens avec 75% des achats dans le militaire européen. Et en même temps, on a permis l'accord avec les États-Unis pour acheter des équipements militaires. Donc en attendant, les entreprises européennes n'investissent pas vraiment, puisqu'il n'y a pas vraiment tant que ça de commandes et ils n'ont pas la visibilité. Mais si on arrivait à faire tout ça, je pense qu'on aurait un upside sur la croissance française de 1 point. Donc à la place par la défense. Par la défense. Donc on pourrait se rapprocher de 2% dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et juste pour finir sur un peu pour revenir sur le point de la politique monétaire, je pense qu'effectivement les taux longs aujourd'hui, que ce soit pour l'État ou pour les entreprises et les ménages, sont trop longs. Et pourquoi ? Parce que la BCE trop haut. Et c'est pourquoi ? Parce que la BCE met trop de pression sur l'absorption de l'excès de liquidité. Et ça, c'est une idéologie, je pense, en ce moment. Et on espère que ça va, un peu comme à l'instar de la Banque d'Angleterre, ils ont commencé à réduire les montants qu'ils font pour réduire leur bilan. Emmanuel. Non, mais je crois qu'il faut... c'est assez intéressant de voir ce que disait l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture. Le message, il est très clair. C'est si le verrou politique saute, on libère le potentiel de croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le comportement d'épargne des Français, il est anormalement prudent par rapport à la réalité de leur situation financière. On rappelle un 18,9% de taux d'épargne. Je veux dire, prenez dans l'enquête mensuelle auprès des ménages la question sur est-ce que vous pensez c'est plutôt le moment d'acheter ou d'épargner. Jamais on a été aussi haut sur l'épargne depuis 1972. Donc ça, c'est pas cohérent. Et même chose pour les entreprises. La prudence en matière d'investissement ne colle pas avec la réalité de leur situation financière. Et donc, on voit bien qu'il y a un verrou politique qui doit sauter. Après, ce que dit Alain, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on est quand même le pays qui a le plus trahi ses engagements européens au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire que toutes les promesses qu'on a faites sur on va être vertueux, on les a toutes trahies, et c'est pas avec une majorité politique aussi faible qu'on va y arriver. Donc, il ne faut rien attendre, moi je pense malheureusement, avant la prochaine élection présidentielle, parce que la réalité, c'est que la seule vérité qui existe encore sous la Ve République, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un nouveau président, il a toujours eu une majorité. Toujours. Rappelez-vous 2017, Emmanuel Macron, il n'avait pas de parti, etc. Je me rappelle les gens bien pensants qui disaient « Ah mais vous n'avez pas voulu de Fillon à l'Élysée, ben vous l'aurez à Matignon, parce que de toute façon, les Républicains vont gagner les législatives. » Il a eu sa majorité. Donc, tant que vous n'aurez pas un président ou une présidente qui auront une majorité à l'Assemblée et qui dégageront l'horizon... D'accord. Après, j'ai peur que ça tienne pas c'est pour ça que le meilleur scénario, moi je vous le donne, le meilleur scénario, ce serait qu'Emmanuel Macron décide d'avancer d'1 an
présidentielle, qui disent assez vite, bon bah voilà, je m'en vais parce que la situation est bloquée. Du coup, je vous laisse 6 mois pour faire campagne, et au printemps 2026, on organise les élections présidentielles. Monsieur le Président de la République, si vous nous écoutez, voilà, on vient de vous donner un conseil pour débloquer la situation économique en France. On se retrouve en deuxième partie de l'émission. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Le débat continue pendant la pause entre Emmanuel Le Chip qui discute tranquillement avec Pierre Champ et Alain Pitou et Anna Boita. Allez, on va parler tout de suite, on va sortir de la France, ça fait du bien. Allez, la Fed, les taux d'intérêt, c'est très important. Alors vous pouvez vous dire, c'est un truc de spécialiste de BFM Business de parler de la Fed et du chiffre de la semaine. Ça n'intéresse que les spécialistes. Non, ça vous intéresse aussi, ça a un impact sur votre argent, ça a un impact sur le dollar, ça a un impact sur les marchés boursiers, ça a un impact sur les marchés obligataires, ça a un impact sur votre placement. C'est-à-dire que on pourrait presque dire qu'au bout du bout des décisions de la Fed, il y a votre taux du livret A et ça serait pas complètement faux. C'est un peu caricatural, mais c'est pas faux. Alors, on a décidé de baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. Il était temps. Je vous rappelle qu'ils sont à 4,25%, alors qu'on a quand même une inflation qui tourne autour de 2,5%. Que le patron de la Fed, il est un peu comme... non, il est quand même mieux que Christine Lagarde, mais il pense que l'inflation va venir. Lui, il a des raisons de douter, parce qu'il y a les droits de douane, et on ne sait pas quel sera l'impact des droits de douane sur l'inflation. Donc, c'est pas complètement délirant de dire il peut y avoir de l'inflation, donc je vais être prudent. En tout cas, ce qu'on sait, je pense que c'est ça qui est très important, et Anna, je voudrais que vous rebondissiez là-dessus, c'est qu'en mai, on change de patron de la Fed, et que là, on sait de toute façon qui sera aux ordres de Donald Trump, et qu'on va avoir ce qu'ils appellent déjà aux États-Unis les jumbo cuts, et donc on va passer de 4% à peut-être 2%, ou 1,5%. Ouais. Ça, c'est acquis, non ? Ben non, c'est pas acquis. Non, c'est pas acquis, mais c'est surtout pour moi un downside scénario. Si ça arrive, une économie américaine qui est en surchauffe, une inflation qui accélère, et là, on va devoir réaugmenter les taux. Donc, en fait, prudence dans le sens où les marchés aujourd'hui... Moi, je suis persuadé qu'il y aura cette jumbo cut, c'est qu'on descendra à 1,5-2%. Sûr, mais je ne pense pas que ce sera un risque, au contraire. Je pense qu'au contraire, le problème, c'est que là, quand ça va arriver au mois de mai, on aura une inflation aux États-Unis qui est à 3,5% ou plus. Parce que, en fait, il est devenu fou, Marc. Il aime bien les taux bas parce que ça fonctionne avec les actions. Mais non, pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien que l'économie américaine est en train de ralentir. Il faut remettre les gaz. En fait, c'est pas si grave. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la réunion. Ça peut réduire la dette aussi. Ça peut réduire la dette. Mais quand on regarde ce que la Fed a dit, on s'interroge sur cette baisse qui est politique. Nous, on l'appelle baisse politique. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont révisé à la baisse leur prévision de taux de chômage, à la hausse de la prévision de taux de croissance et à la hausse de la prévision d'inflation. Donc, ce n'est pas un environnement dans lequel la Banque centrale. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout presque de ces baisses des taux. Moi, je suis déjà sur mai. Mais le gars va arriver, il va baisser. Mais attendez, vous oubliez quand même juste un truc, c'est qu'il ne décide pas tout seul. Oui, mais il aura. D'accord, mais il aura la majorité des gouverneurs. Ils auront viré tous ceux qui les dérangent. Lisa Cook, elle sera partie. Je veux dire, vous croyez. Alors, mais moi, je suis là, on va prendre des paris. Hein. Moi, je dis qu'à partir de mai, il va y avoir des jumbo cuts. Je pense qu'à la fin de l'année, on va terminer la fin de l'année 2026 avec des taux d'intérêt courts aux États-Unis en dessous de 2%. C'est acquis. On prend le pari, mais moi, je vous dis le contraire. D'accord, allez-y. Et c'est toujours, et regardez à la Fed, c'est toujours la fonction qui a fait l'homme. Donc tous ces gens dont on nous a dit, mais bien sûr que si, Powell, vous croyez quand il a été nommé, il n'était pas dans la ligne Trump, et résultat, il a fait la politique. Vous êtes témoin, vous nous regardez, vous nous écoutez, il va y avoir. Non, mais il a fait la politique de la Fed, et donc il va. On va pas commencer à le nouveau finira par rentrer, mais il connaît mieux les marchés que nous, enfin que moi en tout cas. Non, mais en tout cas sur l'économie. Et donc, il finira par rentrer dans le costume, comme Powell est rentré dans le costume. Et encore une fois, il y a d'autres gouverneurs. Il n'est pas tout seul. On peut pas les virer tous comme ça du jour au lendemain. Donc je dis pas qu'il y aura pas des pressions et que, allez, je vous dis pas qu'il y a pas un quart de point qui viendra de ça effectivement, mais de là. Jumbo cut. Très bien, on verra. Alain, en 2 mots, moi je pense que si on regarde les marchés, vraiment les marchés, ce qui s'est passé vendredi, première réaction, baisse des taux, ils annoncent des baisses de taux supplémentaires, effectivement les taux longs baissent pendant quelques minutes, et puis il dit finalement la situation n'est pas si simple sur l'inflation, sur la croissance, etc. Les taux commencent à remonter,
Et ils annoncent en plus dans la foulée qu'ils vont continuer la baisse du bilan de la Banque centrale américaine sur le même rythme qu'avant, c'est-à-dire que depuis le Covid, on a été divisé par 2. Les Powell, c'est du passé. Non, les taux longs ont commencé à monter. Non, les taux longs ont commencé à monter. Et je rejoins Anna, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir vos jumbo cuts, c'est-à-dire que les deux vont avoir raison. Jumbo cut des taux courts à 2%, peut-être même en dessous, mais des taux longs qui montent avec une courbe des taux qui se quantifie forcément pas mal, et avec un problème sur l'immobilier américain, parce que qui est quand même très lié à ça. On est déjà des taux à 6 sur l'immobilier américain, et il ne pourrait ne pas baisser, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation qui serait quand même assez mauvaise, je trouve, pour les marchés financiers. Moi, je pense qu'elle sera optimale pour l'économie américaine. Le marché tolère aujourd'hui cette question d'indépendance. Mais si cette question d'indépendance va dans le sens où on arrive à des taux à 2% avec une inflation à 3,5%... Vous pouvez arrêter avec cette blague-là. Est-ce que la Banque centrale européenne, qui rachète de la dette d'État, rachète de la dette des États, elle est indépendante. Il faut arrêter, parce que, je veux dire, de faire ce procès qu'on fait aux États-Unis sur l'indépendance, sur Trump et l'indépendance de la Banque centrale. Là, on parle des fondamentaux de l'économie américaine. On ne parle pas d'un programme qui a été mis en place. Est-ce qu'elle est indépendante, la Banque centrale européenne? Bien sûr qu'elle est indépendante. Bien sûr. Si elle n'était pas indépendante, aujourd'hui, elle aurait annoncé qu'il baisse de 40 milliards à 20 milliards ou voire moins, parce qu'ils voient la tension des taux longs et ils rachètent de la dette sur le marché obligataire. Quand ils achètent de la dette... Anna, whatever it takes, c'est pas un discours de banquier central indépendant. Que la BCE décide de se mêler d'écologie, c'est pas un discours de banquier central indépendant. Que la BCE rachète la dette... Les green bonds, ça existe ailleurs, c'est pas que juste en Europe. C'est pas des... Non. Je suis assez d'accord avec Marc. Pour une fois. Allez, on va garder ça. Arrêtez tout, on passe au thème d'après. Je veux garder. Vous le gardez, vous le mettez dans la boîte. Allez, on passe tout de suite au marché. Bon, les marchés qui continuent, c'est la fête. Ça continue. On est au plus haut à peu près surtout sur le Nasdaq. On s'est fait des petites frayeurs, mais finalement, il se passe rien. La semaine a été plutôt positive. Alain, tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, on continue à fond, on met les gaz. J'ai préparé l'émission parce que vous nous avez incité à préparer les émissions, parce qu'avant, il y en avait qui venaient sans préparation. C'est quand même n'importe quoi. Voilà. Donc, moi, je liste un certain nombre de choses qui sont assez positives, et c'est côté des sociétés que les choses sont positives, avec des PE qui finalement des résultats, des valorisations qui sont quand même finalement... Même sur les valeurs les plus emblématiques qui sont quand même encore raisonnables, on a toujours des flux importants. Bon, la capacité du monde de l'entreprise à s'adapter à des choses assez incroyables comme on a vécu depuis quelques semaines, ça continue. Et puis surtout, je pense qu'il y a un point qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des pans entiers qui sont en pleine effervescence. Ce qui fait que quand vous êtes investisseur, vous avez... Vous pensez à quoi, par exemple, l'IA, bien sûr, tout ce qui est autour de l'IA, le spatial, le quantique, le nucléaire, enfin pas mal de points sur l'énergie, la défense, etc. Et donc quand vous êtes investisseur et que vous avez des secteurs entiers qui booment comme ça, donc déjà ça vous permet de faire de la performance quand même globalement, et puis ça vous incite aussi à garder vos titres parce que vous dites je suis peut-être sur des segments qui vont en profiter. Donc ça c'est plutôt les côtés positifs. Et puis, la liquidité qui reste quand même importante sur les marchés. Indices boursiers. Là, vous parlez monde entier ou oui, ça revient un peu au monde entier parce que, comme vous disiez tout à l'heure, les États-Unis sont quand même assez importants. Par contre, si on regarde après, les points négatifs, il y en a quand même un certain nombre. Et je pense que le point clé, c'est la dette gouvernementale qui est particulièrement élevée et qui finit par avoir des problèmes, qui pose des problèmes pour énormément de choses. C'est-à-dire que ça limite l'investissement, ça oblige à faire des acrobaties qui sont quand même assez... quand vous parlez de jumbo cut, c'est parce qu'il y a une dette énorme, sinon les Américains feraient des investissements stratégiques par eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Et puis il y a quand même pas mal de points, je pense que les économistes reviendraient là-dessus, on a quand même pas mal de défauts sur le crédit qui commencent à arriver. Alors on n'en parle pas trop, des défauts sur l'immobilier commercial, des défauts sur les cartes de crédit, des défauts sur la dette pour acheter des automobiles, les défauts sur la dette étudiante. Ça, c'est aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont, à un moment donné, qui génère une petite tension à terme. Et je pense que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il faut donner un avis tranché, parce que là aussi, je pense qu'il faut être très clair. Moi, je crois qu'on a atteint les tops sur le marché américain à court terme. Je pense qu'on va avoir un retracement à un moment donné assez sensible d'ailleurs. Et je pense que si on regarde sur le CAC 40... sensible, c'est quoi ? C'est une dizaine de pourcents, au moins 10%. Ça peut venir très vite et ça peut être très passager, mais je pense qu'on peut avoir ça. Donc, il faut quand même garder des munitions en ce moment, je pense. Et sur la France, ça fait quand même un paquet de fois qu'on bute sur ces niveaux de CAC 40 aux alentours de 7900 et quelques, et je pense qu'on va d'abord faire un passage à 7400 avant de remonter. Donc vous êtes plutôt sur une correction, Pierre, vous êtes là-dessus? Alors, nous, là, dans le petit graphe, il manque le CAC Small. Ouais. Combien il est, le CAC Small, depuis 50. Le début de l'année? 50. Plus 50%. Ouais, d'accord. Donc après... franchement, soyez pas mais c'est bien quand même. On est spécialistes, vous et moi, de ce type de valeur. Vous savez très bien que cet indice, il y a une ou deux valeurs qui
qui viennent fausser les chiffres. Mais aujourd'hui, les marchés sont concentrés. Non, je veux dire, la performance aux États-Unis elle est très concentrée aussi. Ok, mais si vous enlevez 2 valeurs du CAC Small, il est en hausse de 25%. Mais si vous enlevez vos 2 meilleures performances de votre fonds il marche moins bien, forcément. Oui, donc il faut les garder. Mais donc je veux dire, là, le CAC Small, plus 50% depuis le début de l'année. Comme vous le dites, c'est un petit paquet de valeurs. Je ne vous mettrai plus jamais à côté d'Emmanuel Le Chypre. Vous donnez de mauvaise foi comme lui. Les deux, là, vous avez. Il n'y a pas de mauvaise foi parce que c'est la performance de l'indice. Donc, et ce qui est assez fascinant, j'étais encore à une conférence la semaine dernière, et donc sur le retracement du CAC 40, pourquoi pas sur des éléments techniques, mais les valorisations aujourd'hui, moi je les trouve vraiment hallucinantes, quoi. Hein. Donc des dossiers hallucinantes dans quel sens? Très faibles, quoi. Je veux dire, oui, vraiment, c'est moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Je veux dire, j'ai jamais vu autant de valeurs sous-valorisées à la Bourse de Paris. Alors oui, il y a de la décote politique, de la décote européenne, etc. Mais là, les valorisations me paraissent excessives. Donc moi, je dirais, je rejoins Alain, aux États-Unis sur le thème de l'IA, mais qui est très large, hein, parce qu'il y a l'énergie, l'électricité, les data centers, il y a le software, les semi-conducteurs. C'est un méga thème dans lequel il y a énormément d'opportunités dans plein de secteurs différents. Il y a certaines qui sont en situation de bulle, mais il y a quand même plein d'opportunités. Donc ça, pour moi, ça reste majeur. Ensuite, donc ça, c'est croissance. Ensuite, on peut faire de la value. En Europe, comme je viens de le dire, il y a plein de choses à faire, moi, de mon point de vue. Maintenant, quand est-ce que ça va partir, ça Ensuite, il y a le monde de l'émergent. Donc, dans les émergents, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que comme le dollar baisse et est parti pour continuer à baisser, comme moi, je suis assez d'accord avec vous, du coup, il y a également plein de sujets dans les... Donc, nous, on dit parfois, nous, en comité de gestion, c'est Shanghai, Mumbai, Dubaï or goodbye. Donc, parce qu'il y a plein de choses vraiment très intéressantes, et en particulier sur les thèmes de technologie d'avenir, donc en particulier les humanoïdes. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce thème-là. C'est un thème qui est en train de naître, qui est vraiment, je veux dire, au tout début de son histoire, et qui peut avoir un impact assez profond sur beaucoup de sujets. Hein. Alors, j'ouvre une grande brèche parce que on pourrait passer 2 heures là-dessus, tellement c'est énorme. Et les principaux acteurs, bon, il y a quelques acteurs américains, mais ils sont aussi asiatiques. Et là, il y a des sujets. Et c'est peut-être pour un dernier pôle intéressant d'investissement, c'est le crédit corporate en Europe. Parce que comme on en parle depuis tout à l'heure, le souverain a un peu tendance à faire peur. Dans le corporate, on a des très belles notes, on a un très beau rendement pour du risque très adéquat. C'est la nouvelle la plus incroyable. Oui, je suis étonné d'ailleurs que vous n'en ayez pas parlé, Emmanuel. C'est que quand même les meilleures signatures françaises empruntent moins cher que l'État français. C'est incroyable. On n'avait jamais vu ça, et c'est une situation qu'on ne trouve que dans des pays émergents. C'est quand même un truc dingue. Ça vous a pas... Moi, je pensais que vous alliez faire tout le tour des plateaux là en courant, là, comme vous le faites, là, en parlant de ça. Pour moi, ça a été la nouvelle de la semaine. Ouais. Je n'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un peu technique et puis ça a barbé tout le monde. Mais se dire qu'aujourd'hui, le taux sans risque, c'est LVMH et L'Oréal, et c'est pas Emmanuel Macron et le gouvernement, bah, c'est quand même énorme. Énorme. Non, vous ne trouvez pas que c'est énorme? Si, c'est important, mais moi, ce sujet-là, il me passionne pas pour la France. Il me passionne pour tout. Moi, il me passionne. Non, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a une règle dans les agences de notation, c'est qu'une entreprise ne peut pas emprunter avec une notation meilleure que celle de son pays. Oui, mais le marché prouve que le prouve le contraire. Ouais. C'est bien pour ça que dans les stratégies d'investissement, ce qui est intéressant, et notamment dans les pays émergents, c'est d'aller chercher ces entreprises qui souffrent de la mauvaise note de leur pays. Sauf qu'on n'est pas un pays émergent. À ce titre, sont bien rémunérés par rapport à la qualité de ces entreprises et au risque qu'elles mais là, on est en France. Qu'elles représentent. C'est quand même dingue. Oui. Allez, on passe tout de suite à... J'ai vu que je vous avais vachement intéressé. On passe tout de suite à l'allocation d'actifs. C'est pas si nouveau que ça. Ah si, c'est historique. Il y a tout. Non, c'est historique. Ça peut arriver ponctuellement, mais boîtes européennes... d'accord, à ce niveau-là, je suis d'accord. Bon, allez, on a le spécialiste international de l'allocation d'actifs. Le mec s'est reconverti, il faisait de l'ESG, tout le monde s'en fout. Non, je viens de l'allocation d'actifs. Il est devenu spécialiste allocation d'actifs. Allez. C'est mon métier. Et d'ailleurs, si vous voulez le suivre, vous le mettez sur Twitter, et il change ses allocations sur Twitter, et franchement, c'est super intéressant. Voilà, régulièrement. Alors, j'ai fait une allocation assez simple, parce qu'il faut essayer d'être... Parce qu'on peut faire... Allez-y, Alain, allez-y. Donc, il y a 20% d'actions, 30% de métaux précieux et 50% d'obligations d'État. Si on rentre dans le détail, sur les actions, c'est 5% d'actions européennes,
5% d'émergents hors Chine. Alors, toujours pas d'investissement dans un pays communiste qui n'a aucun égard pour la propriété. Ça, je reste sur cette ligne-là. Vous parlez de la France ? Non. Aujourd'hui, je parle de la Chine. Okay. 10% sur les small cap US. J'avais avant, dans l'allocation, j'avais de la tech. Et là, j'ai basculé sur les small cap parce que, en fait, si les taux venaient à baisser, je pense que c'est quand même un segment qui va en profiter. Tout ce que tu disais tout à l'heure sur la France, sur les small cap, se retrouve également sur les États-Unis avec ce dynamisme local qui est très fort. Donc ça, je pense que c'est quand même excellent. Après, sur les métaux précieux, c'est une allocation énorme. 30% de métaux précieux, 15% d'or, 15% d'argent, c'est quand même quelque chose d'énorme. J'en reparlerai après dans mon top, mais l'or devient central. L'argent, il y a un squeeze en ce moment qui est en train de se mettre en place sur l'argent. Donc je pense que c'est des segments qui vont quand même en profiter largement. Je ne parle pas des mines parce que là, on rentre vraiment dans le détail. Et sur le reste, des obligations. Pas beaucoup d'obligations longues. Je pense que les taux longs vont remonter. Du dollar, parce que ma comparaison, c'est un investissement en dollars, donc je garde du dollar, et du franc suisse, en attendant une opportunité qui, j'espère, arrivera avant la fin d'année. Voilà. Pierre, on continue, on cap sur les small cap. Ouais, j'ai sûr. Moi, j'ai dit à peu près mes thèmes de prédilection. Donc, l'IA, data center, tout ça. Donc, moi, je mettrais bien 20% du portefeuille là-dessus. Ensuite, les émergents, je mettrais aussi 20-25. L'Europe, en particulier, les small, mais dans les larges, il y a aussi énormément d'opportunités. Donc là, je mettrais aussi un bon quart du portefeuille. Et puis ensuite, le reste sur le crédit corporate européen, où là, il y a également des bons rapports avec la valorisation. En tout cas, qu'on fasse plus confiance aux entreprises en Europe qu'au gouvernement, et surtout en France, c'est quand même un événement. Le top ou le flop pour vous, Anna? Un top ou un flop? Comme chaque économiste a tendance de voir dans des périodes d'incertitude le verre à moitié vide, je vais choisir un flop. Ouais. Pourquoi ? Parce que, pour certains, c'est pas un flop, parce que les salaires en zone euro accélèrent, en Allemagne aussi, moins en France. Mais pourquoi c'est un flop ? Parce que du coup, la BCE va de nouveau nous dire qu'ils avaient raison de rien faire et de garder le taux à 2%, puisqu'il y a des risques à la hausse sur l'inflation. Puisque, on nous explique que même la Chine, aujourd'hui, n'exporte plus de la déflation, ce qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, ça dépend dans quelle monnaie on regarde les prix à l'exportation. Et donc, on en parlait, évidemment, la France qui, peut-être au mieux, elle aura une inflation de 1,5% l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, on est dans une zone euro qui est quand même très partagée entre une Allemagne qui fait un plan budgétaire qui n'a pas assez de gens, et donc forcément les salaires qui accélèrent, mais ce n'est pas un problème inflationniste pour le reste de l'Europe. Et d'ailleurs, la plupart des prévisions d'inflation pour l'année prochaine restent quand même autour de 2%. Donc c'est vrai que nous, avant septembre, on avait quand même un taux pour la BCE à 1,5 et on espérait qu'on va y arriver. Ouais. Et là, on voit bien que le différentiel... j'espère qu'elle va nous écouter quand même. Alain ? Alors, rapidement, parce qu'on a d'abord... je vais essayer de faire vite. Je trouve qu'on a une chance incroyable. On va vivre une évolution du système monétaire international. C'est quand même assez historique. Ça fait quand même 80 ans que le dollar est central. Le poids de la dette et la faiblesse du dollar finit par être un problème pour les Américains qui ont trouvé une solution. Alors, ils sont en train de la mettre en place, ça va pas être facile. C'est de faire un lien entre les crypto-monnaies en général, les stablecoins qui vont être indexés sur les taux courts américains. Donc, ils vont arriver, je pense, à maîtriser cette partie-là. Ils ont une loi pour ça. Pardon ? Ils ont fait une loi pour ça. Oui, c'est ça. Donc, ils sont en train de mettre en place ça. Donc, il va y avoir un bloc dollar qui va rester assez fort. Un bloc américain, pardon, plus de dollar d'ailleurs, américain, qui va être assez fort. Je pense que les Chinois sont en train de faire la même chose. Le yuan a du mal à être une monnaie de réserve, mais avec les cryptos, peuvent essayer de faire quelque chose. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Et nous, on va se retrouver entre les deux. Et ça va être l'enjeu pour l'Europe. C'est donc quelle va être notre place dans ce système monétaire digital et fragmenté. Ça vaut le coup qu'on fasse une émission spéciale sur les stablecoins, ouais. Sur l'évolution. C'est compréhensible, ça, pour tout le monde ? Mais non, mais c'est le cœur du truc. C'est ce que il y a une autre évolution qui est la façon dont les gens gèrent leur épargne aujourd'hui. Il y a tout un tas de nouveaux comportements qui sont liés à tous ces nouveaux produits. Donc on fait une spéciale stablecoin. Oui. Je connais des intervenants à faire venir. Pierre ? Ouais, moi, le très rapidement, top de la semaine, c'est en France, on parle beaucoup des gens qui arrêtent de travailler, mais on parle moins des gens qui travaillent. Donc ça, c'est une citation de Philippe Bouvard que j'aime bien. Et donc, ce que je me suis amusé à faire, je me suis dit, qui travaille en France ? Je dirais, il y a plein de patrons d'entreprises et de salariés qui travaillent, notamment à la Bourse de Paris. Donc, je me suis amusé à regarder les 10 plus grosses performances de la place de Paris sur 10 ans. Donc, la première, c'est Vision Group, 1600%. Donc, c'est un rendement... SES et Magotag, et on c'est 26% de rendement par Thierry Gadou, qui a fait un truc. Voilà, donc Excel Technologies, Lumibird, Hermès, GTT, Schneider, Katana, Thales, Euronext,
Next, Trigano, voilà. Donc tout ça, ce sont des gens qui ont fait un super boulot sur les 10 dernières années. Et ce que je constate aussi, c'est que la moyenne des CEO est en poste depuis en moyenne 17 ans. Et le plus jeune en termes de ces boîtes-là. De ces boîtes-là, ouais. Le plus jeune est 8 ans. Donc c'est Marc Le Floïc chez Lumibird, 8 ans. Mais vous avez par exemple François Feuillet qui est parti récemment, mais 39 ans chez Trigano. Voilà. Donc, et c'est vrai que la stabilité du management, je m'interroge, est-ce que c'est lié à la performance boursière, à la vision Bravo en tout cas à ces patrons-là, parce que franchement, ils ont fait un job incroyable. C'est lié au fait que c'est une vraie aventure entrepreneuriale aussi, et que ça compte aujourd'hui quand vous bossez, de savoir pourquoi vous bossez et pour qui vous bossez. Moi, mon top, c'est le chancelier allemand, Friedrich Merz, qui dit aux Allemands, clairement, alors il a mis en place 2 dispositifs intelligents. Le premier, c'est que vous êtes retraité, vous bossez jusqu'à 2 000 €, vous payez aucun impôt, donc c'est pour que vous bossiez plus. Mais il dit aussi en même temps aux boomers, il leur dit, écoutez, il est hors de question que les jeunes continuent à payer pour vous. Donc ce que j'aime, c'est qu'il a à la fois un discours de vérité, et il est capable de faire des coalitions. Et nous, en France, on n'est pas capable d'avoir un discours de vérité sur les retraites. Et on n'est pas non plus capable de faire des coalitions. Allez, on passe tout de suite au top 3. C'est autre chose qu'Angela Merkel, monsieur Merkel. On passe au top 3 des... J'ai même pas entendu. On passe au top 3 des gérants avec Sébastien Lalvé qui caracole en hausse, quasiment 40% de hausse depuis le début de l'année. Céline Picmal qui a 29%, Frédéric Rosier qui a 28%. Et moi, j'ai besoin d'une musique qui fait peur pour Alain Pitou. Alain Pitou, vous êtes prêt? Oui. Là, je vais vous donner vos performances. On a Zscaler. Je vends. Vous vendez? Oui, okay. Gain de 50% depuis l'achat, je prends des bénéfices. 61% depuis le début de l'année. Vertex? Vertex, alors là, ça ne décolle pas, je vends aussi. La santé, j'ai du mal sur la santé. Vous êtes pas mal en perf, là. Ouais, et alors c'est en dollars. Enfin, moi, je suis en dollars, j'ai que des valeurs américaines. Oui, je serais pas loin de Rosy. Rocket Lab, 85% de hausse. Je garde. Depuis le début de l'année. GE Vernova, 86% de hausse. Je vends, un gain de 136% depuis l'achat. Bravo. On vend. IonQ? IonQ, et un gain de plus de 100% depuis l'acquisition, pareil, je vends aussi. IBM, je garde. Franchement, IBM, je ne savais même pas que c'était encore coté. Novo Nordisk, je garde. Vistra, je vends. Un petit gain, 30%. Vous faites un gros nettoyage. Ouais, Solar. Je garde. Valeur solaire, aidée par Trump dans sa politique qui permet de les protéger. Ça progresse. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Visa. Visa, je garde. Dell, je garde aussi. Microvast, je garde. Qu'est-ce qu'on achète? Alors, on achète 2 valeurs qui sont autour de l'énergie. C'est le segment le plus intéressant aujourd'hui, à mon avis. Moins risqué sur les marchés. J'achète Constellation Énergie. Donc, ça, c'est une boîte leader américain de la production d'électricité bas carbone. Donc, un portefeuille qui est sur le nucléaire, l'éolien et le solaire. Ça va vous plaire. Je passe très vite. Donc, c'est Constellation Énergie. Et une autre boîte qui est un peu du même genre, un peu plus internationale peut-être, c'est AES Corporation. Donc, pareil, un acteur de l'énergie, présent dans plus de 15 pays, avec un portefeuille croissant d'actifs verts, Marc. Ça va vous plaire. Vous voulez m'énerver aujourd'hui. Oui. Allez, mettez-moi une musique qui fait peur pour Pierre Chang. Pierre Chang, il a du Gearbet, qu'est-ce qu'on en fait? On les vend. On a du Quadian. Beaucoup aujourd'hui. On les vend. Ouais. On a du Score. On vend. Ah ouais. On a du Atos avec 2 S Software. On garde ça, oui. On a du ID Logistics. On garde. On a du Séché Environnement. On garde. On a du Tetra Tech. On garde. Qu'est-ce qu'on achète, Pierre? Alors on achète du Arcadis. Donc c'est une valeur qui fait du service, notamment pour s'adapter au changement climatique en Europe. Alors là, la moitié aux États-Unis. Et l'autre moitié en Europe. Vous avez décidé de m'emmerder les deux aujourd'hui. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. On rajoute également Voltalia, qui est un acteur du renouvelable. Vous êtes mis d'accord. Vous êtes dit on va l'emmerder. Non. On va se le faire le Fiorentino. C'est ça. On essaie d'être sur le podium pour la fin de l'année. Voilà, là c'est vraiment objectif performance pour la. Ah non mais attendez, il y a que ça. Vous avez fait que ça. Les 3 valeurs. Vous avez fait du Alain Pitou là. Moi j'ai pas fini encore. Ah ouais, mais je sais. Je vais en rajouter une autre. Voilà, je vais en rajouter une autre. Voilà, EDPR. Voilà, donc là aussi c'est de renouvelable, la moitié aux États-Unis, et comme je disais, les prix d'électricité montent aux États-Unis, c'est historique, et là avec EDPR vous pouvez en profiter. C'est le Portugal ça, EDPR? Ouais, mais c'est portugaise, mais qui a beaucoup d'actifs aux États-Unis. D'accord. Vous validez là ces choix? Totalement. Alors après, c'est des petites boîtes européennes, donc en axe un peu différent, mais j'aime bien. Oui. J'ai Tetra Tech aussi. Après, c'est fait ce que Pierre, il est marrant, mais il dit valeur française. Il y a une valeur française sur 3. Vous nous dites, dans mon portefeuille, il y en a déjà pas mal. Non, mais d'accord. Non, vous en avez vendu plein. Il y a quasiment plus de françaises. Il y a ID Logistics. Et dans vos portefeuilles, vos premières lignes, c'est quoi? C'est Excel Technologies.
Ça, c'est un carton. Parlez-en 2 secondes parce que cette boîte. Donc Excel Technologies, donc c'est une société qui est dirigée par Raphaël Gorgé, qui est là depuis plus de 20 ans. Voilà. Et donc, ils font notamment des sous-marins autonomes pour aller surveiller, par exemple, des interconnexions sous-marines, pour faire du déminage aussi marin. Voilà. Donc, ils ont été leaders mondiaux sur la génération de drones, de sous-marins précédents. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive et ils sont en train d'en vendre énormément. Et tout ça se conjugue avec un environnement de besoin de réarmement de toutes les armées dans le monde. Et donc le cours est passé de 20 ou 25 euros à 120. Là, il retrace un petit peu, mais c'est une success story française comme on les aime. On est au-dessus du milliard ou pas de capital? Oui, largement. Oui. Mais je pense que c'est ça un des sujets aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'investisseurs, on se comporte comme du private equity, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'hésitent pas à acheter des thèmes qui sont porteurs à des prix qui sont parfois très élevés. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités, malgré ce que j'ai entendu à la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle ne sera pas verte. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay sur toutes les bonnes plateformes. Et n'oubliez pas surtout la librairie de l'Écho, c'est quand, Emmanuel? C'est samedi, 21h. Voilà, grand débat, j'ose pas vous le dire. Non, sur Zuckman. Ah non. Non, sur la transition écologique. Ah non. Si, avec coupez. Avec le meilleur économiste de la planète, avec Christian Gaulier notamment. Oui. C'est votre argent sur BFM Business.